Bonjour et bienvenue sur Sensation. 35 ans, 1m80, autour de 100 kilos, c'est ça? 103, 103. 103. Je reçois le catcheur Clément Petiot, alias Tristan Archer. Bonjour. Alors, quand on vous voit, évidemment, c'est d'abord votre physique qui impressionne. Quelles sont vos autres qualités ou spécificités physiques autour d'une centaine de kilos? Forcément, il y a du muscle, mais pas que. Comment on travaille cette carrure? Alors, il y a peu de temps, je vous aurais dit aussi une très grande résistance, mais voilà, depuis peu, je suis quand même assez blessé là. Mais oui, beaucoup de souplesse, d'endurance aussi, puisqu'il faut tenir des matchs de 15, 20, 25, 30 minutes parfois. Ça, c'est les qualités nécessaires pour être catcheur. Quand on regarde les shows justement de catch et surtout quand on regarde vos différents shows au travers des années, on voit que vous vous êtes transformé physiquement. On se bâtit, on se construit, on se sculpte un corps. Comment ça se passe? En fait, avec le catch, il y a forcément un entraînement et depuis que je suis catcheur, l'entraînement a été multiplié par 2 ou par 3. Donc c'est 10 ans, c'est le résultat de 10 ans d'entraînement non-stop pour atteindre un objectif, être le meilleur. Et ces entraînements, ça consiste en quoi? Alors c'est beaucoup de salles, beaucoup de cardio, mais en plus de ça, il y a aussi une alimentation stricte. Voilà, il faut que je mange 6 à 7 fois par jour. Donc non, c'est une vie qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde, mais c'est la vie que j'ai choisie. Et quand on mange 6 à 7 fois par jour, on mange quoi? Alors en temps normal, hein, quand on est bien en diète et qu'on fait bien attention, on mange généralement beaucoup de blé complet, beaucoup de riz complet, de pâtes complet, beaucoup de viande, beaucoup de volaille surtout. Beaucoup de céréales, beaucoup d'oléagineux. Enfin, c'est pas des choses qui sont extrêmement agréables au niveau du goût, mais on a juste besoin de nutriments en vrai dans la vie. Donc un régime alimentaire très strict, beaucoup d'heures d'entraînement et le résultat, ce sont des shows assez souvent spectaculaires. On porte les coups ou on porte pas les coups? Parce qu'on voit qu'il y a un geste, il y a une certaine violence, mais est-ce qu'on se fait mal? Est-ce qu'on fait mal? Alors les coups sont portés, c'est un petit peu comme le karaté à la touche, c'est-à-dire que la personne en face va sentir un impact, ils sont aussi retenus. On ne cherche pas à mettre KO notre adversaire, on cherche à ce que le coup soit porté, qu'il y ait un impact, qu'il y ait un bruit. On a juste à entendre sur un match, à chaque impact, on entend le claquement de la peau contre la peau. Et les chutes sont réelles aussi. Ce sont des planches de bois en dessous. C'est juste qu'on est habitué à prendre ces chutes, un petit peu comme les judokas, un petit peu comme Teddy Riner. Si Teddy Riner chute dans la rue, bon bah voilà, il va se relever, il va nous faire un petit sourire. Si une personne lambda de 35, 40 ans chute dans la rue, on va aller l'aider pour qu'elle se relève. D'où l'intérêt de ne pas essayer de reproduire ce genre de scène dans sa chambre ou dans une cour d'école. Vous êtes professeur des écoles, justement, vous êtes vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'enfants qui essayent de vous mimer ou de faire du catch aussi dans la cour. Oui, tous les sports de combat, de toute manière, à partir du moment où c'est pas encadré, c'est extrêmement dangereux, que ce soit le judo, le catch, le karaté, la boxe. Voilà, c'est pas des jeux auxquels il faut s'amuser à la maison. Alors justement, c'est un jeu, c'est un sport qui est très codifié ou pas? Comment ça se passe un match? Alors c'est extrêmement codifié. Toutes les prises et tous les coups ont une façon, une exécution propre. C'est ce qui nous permet aussi de lire un petit peu ce que va faire notre adversaire. À savoir qu'au judo, par exemple, j'ai pas les noms des prises parce que j'en ai jamais fait, j'en ai jamais pratiqué. Mais quand on positionne ses mains sur l'adversaire d'une certaine façon, on sait quelle prise il va essayer de mettre sur nous et donc on peut la contrer. Au catch, on va pas la contrer. On va l'accompagner pour être sûr de pouvoir atterrir complètement à plat sur le ring. Parce qu'à partir du moment où il y a une torsion sur notre colonne vertébrale quand on chute, c'est là où on prend les risques. Au fil des années, donc vous êtes modelé physiquement, vous êtes aussi construit un personnage, c'est Tristan Archer, The French Revolution. C'est venu comment? Alors tout simplement quand je suis parti aux États-Unis, après avoir passé 6 mois au Canada, voilà, je suis revenu en France. C'était un petit peu pas extraordinaire au niveau des bookings. Et je me suis dit bon bah je vais retourner aux États-Unis, je vais continuer à me former. Puis je suis arrivé là-bas et on m'a dit on n'a jamais vu un catcheur français catcher de cette façon parce que j'étais pas le premier. Je vais pas dire que je suis le premier catcheur à être parti là-bas, mais je suis le premier apparemment à avoir marqué les esprits. On m'a dit on n'a jamais vu un Français catcher aussi bien. T'es une révolution. Bah, français, révolution française, French Revolution, tout simplement. Alors, on va justement revenir sur votre parcours. Vous avez fait des stages, notamment des formations au Canada et en Angleterre. Vous avez eu la chance d'y aller pour être formé. Qu'est-ce que vous retenez des enseignements et des shows que vous avez eu l'occasion de faire là-bas?
Alors, c'est pas le même public. On va dire que le public anglo-saxon, que ce soit canadien ou en Angleterre ou aux États-Unis, c'est un public qui est habitué au catch, qui a grandi avec le catch, qui a une culture catch. En France, on n'a pas cette culture. On a la culture catch, elle est plus proche de ce qui est interville. Hein. C'est vraiment la fête du village ou la fête de la ville. Voilà, on n'a pas cette culture, ce recul par rapport au catch. Par contre, là-bas, dans les pays anglo-saxons, la moindre erreur d'exécution, la moindre erreur de selling ou la moindre erreur en fait n'est pas pardonnée par le public. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de faire une belle performance en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon. Vous le disiez, il y a quelques années, vous avez eu la chance d'être contacté pour participer au WWE Cruiserweight Classic à Orlando en Floride. Comment ça s'est fait et quels souvenirs vous en gardez? Alors ça s'est fait tout simplement après avoir passé 2 entretiens d'embauche pour la WWE. Le premier où j'étais pas forcément dans leurs normes, c'est-à-dire que j'avais fait une sèche comme une préparation de bodybuilder. J'avais perdu énormément de poids pour être très affûté. Et voilà, c'est un sport spectacle, donc il y a le côté spectacle et quelqu'un de 82 kilos est moins impressionnant qu'une personne de 95 kilos, donc forcément j'avais pas marqué les esprits. Ils m'ont redonné une deuxième chance à un poids de 95 kilos, c'est-à-dire que j'y avais été à mon poids normal, habituel. Et cette fois-ci, j'ai marqué les esprits. Et quelques mois plus tard, ils m'ont recontacté par mail pour me dire Tristan, est-ce qu'il y a possibilité que tu descendes sous les 93 kilos pour pouvoir participer au premier Cruiserweight Classic, le premier et dernier d'ailleurs, qui aura lieu dans quelques mois. Donc moi, j'étais à 95, 2 kilos de moins, c'est pas forcément difficile à perdre, surtout en quelques mois. Voilà, donc tout s'est accéléré d'un coup en fait. À partir du moment où j'ai donné mon accord, on m'a envoyé les billets d'avion, on m'a expliqué que j'allais participer à un tournoi où il y aurait 32 catcheurs, les 32 meilleurs catcheurs du monde de moins de 93 kilos. Je me suis retrouvé en Floride et si je peux comparer l'organisation à quelque chose qui peut parler à tout le monde, quand on travaille dans une usine, on arrive à telle heure, de telle heure à telle heure on travaille, de telle heure à telle heure c'est la pause, de telle heure à telle heure c'est de nouveau sur la ligne, etc., etc. On sait où est-ce qu'on doit aller, on sait quel équipement on doit mettre. La WWE, c'est un petit peu ça. On avait un mail tous les soirs pour nous dire demain à 7h, il faut que vous soyez à cet endroit-là, habillé de cette façon-là. À 9h, vous devrez être à cet endroit-là, habillé de cette façon-là, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est ce qui prouve leur force, en fait. C'est pour ça qu'on comprend, une fois qu'on a travaillé pour eux, pourquoi ce sont les numéros 1 à travers le monde, parce qu'il y a une organisation qui est impeccable. Quand on regarde les vidéos en ligne de vos shows, hein, quels qu'ils soient, ou qu'on y assiste, on s'aperçoit qu'il y a toujours beaucoup de monde autour du ring. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit tous ces enfants, puis les adultes aussi, qui vous huent, qui vous acclament? Enfin, il y a différentes réactions. Qu'est-ce qu'on ressent? En fait, le but du catch, c'est ça. C'est avoir un lien avec les gens autour de nous. Donc, on peut être l'athlète le plus performant du monde. On peut être capable de faire 3 saltos, un triple salto avant ou un triple salto arrière. Au catch, c'est pas ce qui va être le plus important. Au catch, ce qui est important, c'est de créer un lien avec les gens et justement, c'est de se faire huer, c'est de se faire applaudir. Et quand on sait qu'on a réussi à faire lever les gens ou quand on sait que sur notre entrée, par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout en France, que des gens, par rapport à mon entrée où j'étais un peu agressif, un peu virulent, se sont levés de leur siège pour essayer de passer par-dessus les barrières pour venir en découdre. C'est qu'on a réussi notre travail, c'est qu'on a réussi à créer cette émotion dans le cœur des gens, c'est-à-dire que voilà, ils avaient vraiment une haine en eux par rapport à notre personnage, par rapport à notre attitude. Et le taf est fait, on rentre dans les vestiaires, on est content. La médiatisation, c'est la clé pour se faire connaître et pour durer. Vous avez même participé à l'émission Ninja Warrior sur TF1 il y a quelques années. C'est une expérience qui vous a servi, dont vous vous êtes servi pour vous faire connaître? Non, franchement, honnêtement, non, parce que déjà ils m'ont pas diffusé. Après, c'est une expérience sympa. J'ai rencontré plusieurs personnalités, j'ai rencontré quelques amis que j'ai gardés, mais la médiatisation, elle passe beaucoup par les réseaux. En France, le catch c'est un milieu un peu fermé, on va dire. Voilà, si vous demandez à un fan de catch français qui c'est Tristan Archer, il vous le dira directement. Ou si vous demandez à un fan de catch européen, vous demandez qui est Tristan Archer, il vous le dira directement. Il n'y aura pas de souci là-dessus, mais après il faudrait peut-être je sais pas, une télé-réalité sur le catch. Voilà, exactement, on va recruter un The Voice mais avec des catcheurs. Je pense que là oui, effectivement, il y aurait une belle médiatisation. Merci Tristan Archer d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous.
Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio sur notre site et notre application Radio Sensation.